Christophe Colomb n'a pas trouvé les Indes directement, mais il a trouvé l'Amérique. Comment est-ce que tu fais pour voir, toi, l'opportunité derrière l'échec? Parce qu'on ne voit pas toujours l'échec comme une réussite déguisée. Hein. Ben oui, c'est vrai que je dis que l'échec, c'est une réussite qui se déguise, qui a mis un masque. Ça, c'est une de mes obsessions, c'est toujours chercher à voir au-delà des apparences. Et donc, je suis devenu un peu allergique à cette espèce de... en entreprise, par exemple, on dit souvent, on n'a jamais deux fois la chance de faire une bonne première impression, quelque chose comme ça. Je suis un peu allergique à cette espèce de prêt-à-penser, même si je répète que d'une certaine manière, moi je joue avec ces codes-là aussi, hein, j'en utilise certains. Mais dans la mesure où, de toute façon, on ne réussit pas tout ce qu'on entreprend, dans la mesure où, de toute façon, on n'est pas parfait dans tout ce qu'on fait, l'échec devient une forme de constante, quoi. Alors, on peut l'appeler autrement, éventuellement, mais les expériences que nous entreprenons et qui ne se soldent pas toujours par une réussite impeccable, une médaille d'or, un résultat 100%, c'est forcément quelque chose à partir duquel soit on peut nier ce qui s'est produit, soit on peut essayer on peut dire peut-être faire contre mauvaise fortune bon cœur, mais en tout cas chercher à essayer d'en extraire un matériau à partir duquel on va pouvoir s'améliorer, tester autrement, comprendre que c'est pas du tout pour nous et qu'il faut plus essayer d'aller dans ce secteur-là, c'est possible aussi. Hein. Mais moi, il me semble, dans l'apprentissage que j'ai pu en faire, que de toute façon, c'est une constante. Personne ne se lève parfait le matin et se couche en ayant une journée parfaite. Et en même temps, tu n'as personne qui se lève le matin en disant « je me réjouis de foirer ma journée ». Donc l'échec est une espèce de composante de nos existences avec lequel on doit bien chercher à Mais comme tu cohabiter. aimes bien inviter les gens à prendre la part de leurs responsabilités, C'est tout à fait ça. comment est-ce qu'on fait pour ne pas culpabiliser? Parce que la frontière est fine des fois, hein, et le fait de culpabiliser, ça n'aide pas. Alors le premier réflexe, c'est de rester conscient de nos ressources. Et donc c'est de se dire à quoi est-ce que je suis encore bon. Quand on a raté quelque chose, qu'on se sent dans le fond du trou, c'est de se dire, c'est de prendre conscience qu'on est toujours vivant. Et donc, peu importe notre condition, tant qu'on respire, on a une marge de manœuvre. Et donc, c'est de se dire, à quoi est-ce que je suis encore bon? Qu'est-ce que je sais que je fais bien? C'est pour ça que parfois, des gens qui échouent dans un projet professionnel, ça vaut la peine de les connaître un tout petit peu plus qu'uniquement sur leur rôle en entreprise, pour pouvoir leur dire, t'adores nager, va nager. Tu aimes bien faire de la peinture, va peindre. Je Revenir reviendrai sur les après. talents, finalement. On n'a jamais rien accompli d'extraordinaire en misant sur nos faiblesses. Donc, à un moment, et c'est mon ami Philippe Gabillet qui dit ça, professeur à l'ESCP Europe, il explique l'être humain n'a jamais réussi quelque chose de grand et de durable en capitalisant sur ses carences. Donc, à un moment, le premier réflexe, c'est de dire à quoi est-ce que je suis encore bon? Comment est-ce que je peux miser sur mes ressources? Et formuler en disant à quoi est-ce que je suis encore bon, c'est pas nécessairement évident, hein, parce que quand on a l'impression d'être dans le fond du trou, on peut se dire je suis bon à rien. Mais objectivement, on sait que c'est quand même pas très vrai. Donc la première chose, c'est ça. Et la deuxième chose, c'est rester entouré. Généralement, quand on réussit, on adore partager nos réussites. On se réjouit de rentrer à la maison pour le partager aux gens qu'on aime. On prend le téléphone pour l'expliquer à un collègue, ou peu importe, ou à des amis. Quand on a l'impression d'échouer ou qu'on se sent en situation d'échec, c'est tout aussi capital de pouvoir se dire il y a des gens qui sont toujours autour de moi, il y a des amis sur qui je peux te compter, il y a de la famille, il y a des collègues, peu importe. C'est pas nécessairement toujours des gens qu'on connaît très très bien, mais c'est super important d'éviter le repli sur soi, donc de rester tourné vers l'autre, parce que soit ils peuvent nous aider à remonter la pente quand on a le genou à terre, soit ils peuvent nous aider à éviter de tomber quand on vacille. Tu as dit quelque chose qui, moi, m'a fait penser à Kirikou. Tu te souviens de ce dessin animé avec Oui. son personnage principal qui disait « Je ne suis pas mort, je continue ». On peut voir ça comme de la persévérance, mais on peut le voir comme une façon de nier aussi ses émotions, parce que dans la vie, ça ne marche pas toujours comme ça. Donc, ce que tu viens de dire, c'est un peu s'isoler, prendre du recul, parce que les enfants qui voient Kirikou reprendre sa route et partir, ça ne reflète pas ce qu'on vit dans la vie. C'est fondamental ce que tu dis là, c'est un des mythes d'ailleurs liés à la perception de l'échec au niveau anglo-saxon, puisqu'on dit souvent chez les anglo-saxons, l'échec est vécu de manière positive, etc. etc. L'impact psychologique, c'est le même. Donc la claque, il y a un moment où l'uppercut ou le coup de poing dans le ventre que tu prends, on est des êtres humains, il est pareil partout. Et donc ce temps de digestion,
pour absorber le choc, pour déjà admettre qu'à un moment on a manqué la cible, que ça n'a pas marché comme on l'espérait. C'est vraiment un temps qu'on doit prendre de façon personnelle, dans l'objectif de miser sur nos ressources, donc de pouvoir se dire, ok, là je me sens complètement dedans, dans le fond du trou, mais je sais qu'à un moment, je verrai le bout du tunnel. C'est tout aussi dangereux d'être dans une vision négative où on se sent complètement nul tout le temps et où rien ne va, ça peut mener à des catastrophes, mais c'est tout aussi dangereux d'avoir une attitude qui consisterait à nier ce qui s'est passé. Et donc l'espèce de zapping de mémoire en disant non, 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 j'ai pas échoué, c'est pas grave, je passe à autre chose, mais on ne capitalise pas sur l'opportunité d'apprentissage. D'accord ? Mais une fois qu'on a fait et c'est pas des séquences, donc ça ne doit pas se faire isolément l'un de l'autre, c'est que ce travail très personnel, pour moi, doit être couplé au fait de rester entouré. C'est vraiment la balance entre les deux qui permet de garder un équilibre et le fait de ne pas... de ne pas arriver à des issues tragiques. Ça, tu me disais que tu venais d'une famille qui t'avait transmis pas mal de valeurs, notamment le fait qu'il fallait, en tout cas tu avais le droit d'expérimenter les choses. Oui. Aujourd'hui, tu es papa d'un jeune Livio qui a 11 ans. C'est ça. Alors moi, les parents qui me disent oui, en fait, mes enfants, je les regarde échouer parce que je sais que c'est comme ça, je les regarde tomber parce que je sais que c'est comme ça, qui vont progresser, j'y crois pas beaucoup parce qu'on a plutôt tendance à vouloir les préserver. Comment est-ce que tu fonctionnes, toi, avec Livio ? Comment est-ce que je fonctionne avec lui bon, déjà, j'essaie de... Bon, en sachant que c'est un enfant de 11 ans, qui a la maturité qu'un enfant de 11 ans peut avoir, je suis vigilant à considérer une opinion qu'il exprime comme valide. Et donc, ne pas me mettre dans la position du sachant, qui est le parent, qui a un devoir d'éducation de son enfant. Je préfère accueillir les idées qu'il propose. Et alors, c'est un effort, hein, j'y arrive pas tout le temps, mais je me dis, quand il amène quelque chose, je vais plutôt essayer de le questionner pour comprendre ce qu'il veut dire si je n'ai pas compris, plutôt que de vouloir lui imposer ma grille de lecture du monde. En disant, mais non, c'est pas possible ce que tu dis là, ça n'arrivera jamais, ou alors tu te trompes complètement, je suis déjà passé par là, patati patata. Donc j'essaye toujours que je lui apporte un éclairage, mais en essayant de laisser sa partie d'apport ouverte. La deuxième chose que je fais avec lui, c'est que je suis obsédé par le temps et le fait que c'est la denrée la plus rare qui est à notre disposition, puisque une journée qui est passée, elle est terminée, quoi. Et ça, j'essaye qu'il en prenne conscience pour après l'exploiter à sa manière, comme il le souhaitera, mais qu'il soit conscient qu'à un moment, prendre du temps, c'est intéressant, mais perdre son temps, est-ce que ça l'est tout autant, quoi. Alors je lui dis pas ça comme ça, évidemment. Ici, je réponds à ta question, mais j'ai une grosse préoccupation pour le temps. Et la troisième chose, c'est que j'essaie de lui montrer que justement, au-delà d'un résultat qu'il obtiendrait, bon ou mauvais, réussi ou raté, ben justement, c'est dans la nuance que ça se joue, quoi. Donc c'est plutôt, et ça, mes parents m'ont appris ça aussi, c'est indépendamment d'un livrable à un moment qui donne une notation, qui donne un état de situation, c'est d'où est-ce qu'on vient par rapport à ça, où est-ce qu'on en est et où est-ce qu'on peut aller. Quoi. Par rapport à la nuance, tu m'as dit en préparant cette interview justement que aujourd'hui on manquait de regard périphérique, on nuançait pas suffisamment les choses, c'est quelque chose qui te préoccupe. Ah oui, très fort. C'est d'ailleurs en psychologie, c'est un biais cognitif qu'on appelle la vision tubulaire, c'est-à-dire qu'à un moment, on a une espèce de rétrécissement du champ de conscience où on ne voit plus les choses que d'une certaine manière, avec une certaine grille de lecture. Et je trouve malheureusement que les médias jouent un sale jeu par rapport à ça, et que de la même manière, il y a toute une portion d'usage des réseaux sociaux qui vont vers du renforcement des croyances que j'ai déjà. Et donc c'est devenu un véritable effort intellectuel que de rester ouvert à des opinions qui sont différentes, à des sujets qui ne sont pas mes centres d'intérêt premiers, mais qui permettent pourtant de rester un être humain qui soit, je dirais, un être social.